muito forte. Tá bom? Obrigada pela nossa delícia. Commencer? Oui. Bonjour à vous. Bonjour. Une question pour vous. C'est arménien. Il n'y a pas une sémiotique, mais plusieurs sémiotiques. La sémiotique du soucif de Henri de Jules Gaiman, la sémiotique de la culture de Jarl Lotman et l'école d'État de Moscou, la sémiotique pragmatique de Charles Sanders Peirce, parmi d'autres. Suite au développement de la sémiotique de l'école de Paris, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, il s'ouvre sur plusieurs lignes de recherche. Pourriez-vous tracer un aperçu des tendances majorité de la sémiotique et de Gaiman à l'heure actuelle? Vaste question, merci bien. Oui, je crois que le premier point qui est important, c'est de prendre acte de la pluralité des sémiotiques. Ça, c'est un fait très important. Il y a pluralité des sémiotiques, pluralité des fondations épistémologiques, et on peut constater que cette pluralité se paie par une relative étanchéité les unes par rapport aux autres. Il en est ainsi de la sémiotique peircienne, opposable à la sémiotique post-saussurienne. La conception, la place du langage n'est pas du tout la même dans ces deux sémiotiques, et les développements qui en sont suivis, notamment en termes d'opérationnalité, sont très très profondément différents. J'ai pu le constater encore aujourd'hui lorsque a eu lieu le dernier congrès de l'Association internationale de sémiotique à Sofia. Les exposés des sémioticiens de tradition peircienne et les exposés des sémioticiens de tradition post-saussurienne, disons, profondément différents. Et il y avait très peu de questionnements entre les deux. Alors, c'est une situation de fait, vous avez cité la sémiotique des cultures de Lotman. La sémiotique des cultures, en revanche, est davantage intégrée. Il y a une porosité plus grande. Il y a un travail qui est fait. Anne Hainaut avait publié dans un ouvrage en France intitulé Questions de sémiotique au début des années 2000 aux presses universitaires de France, une présentation binaire de toutes les grandes questions sémiotiques avec un article grémacien post-saussurien, disons, et un article peircien. Et c'était très intéressant, mais ça n'a pas donné lieu à des débats ultérieurs. Alors maintenant, donc à mon avis, la question reste ouverte. Et ça devrait être un possible chantier pour de jeunes doctorants que d'explorer les interrelations possibles entre des édifices sémiotiques assez étanches les uns par rapport aux autres. En Italie, par exemple, à Bologne, il y a les deux écoles. Celle promue par Umberto Eco, c'est la sémiotique interprétative. Celle promue par Paolo Fabri était la sémiotique générative. Et entre les deux, il y a un dialogue un peu difficile, c'est incontestable. Alors maintenant, en France, aujourd'hui, pour ceux que je connais, parce que je sais que ce n'est pas seulement le cas en France, il y a une très très grande richesse de perspectives nouvelles en sémiotique. Pour moi, c'est un symptôme de vitalité. Je crois qu'on peut dire qu'en France, actuellement, il y a 5 grandes tendances différentes et qui sont toutes outillées par des ouvrages, par des propositions méthodologiques, par des applications analytiques, enfin, quelque chose qui marque vraiment cette richesse. Ces 5 tendances, c'est, on va dire chronologiquement, parce que ça ne date pas seulement de la mort de Grémas. Avant, du vivant de Grémas, il y avait déjà plusieurs tendances. La première, c'est celle des instances énonçantes,
de Jean-Claude Coquet. La deuxième, ce serait la sémiotique tensive, Claude Zilberberg, fortement connu au Brésil. La troisième, ce serait la sémiotique ou la sociosémiotique des interactions sensibles, développée par Eric Landowski, connu au Brésil également. La quatrième, ce serait la sémiotique de l'iconicité, c'est-à-dire de la genèse des icônes signifiantes dans les processus signifiants, développés par Jean-François Bordron. Et la cinquième, ce serait la sémiotique des pratiques et des formes de vie, soutenues énergiquement par Jacques Fontanier. Vous voyez, c'est facile de faire un tableau de 5. C'est trop riche, c'est trop. Et je tais les autres. Il y a beaucoup d'autres spécialisations. Moi-même, je travaille dans le domaine de la figurativité et de ses rapports avec l'énonciation, rejoignant indirectement Jean-François Bordron et l'iconicité. Nous travaillons sur le renouveau de l'approche traditionnelle rhétorique en sémiotique. Donc il y a ces 5 courants n'excluent pas, bien entendu, tous ceux qui se développent au Brésil, au Mexique, en Italie. Donc est-ce que le monde sémiotique est une sorte d'univers en expansion, mais qui va vers la disparité, ou vers même le disparate? Ça, c'est une grande question aujourd'hui. C'est une grande question parce que la richesse se paye d'une menace. Une menace de discordance, d'étanchéité relative. Et je crois qu'il faut veiller à cela aujourd'hui. Il faut poursuivre dans chaque orientation, approfondir les recherches, mais il faut travailler aussi à ce qui les lie les unes aux autres. Parce qu'à la différence de ce que je disais tout à l'heure, de ce qui sépare la sémiotique de tradition persienne de la sémiotique de tradition post-saussuréenne, les 5 courants que je viens de dire reposent sur un socle commun. Vraiment, un socle théorique commun, qui double, à mon avis, et qu'on peut voir, mais vraiment opérer dans chacune des tendances. Ce socle double, c'est un socle linguistique structuraliste, et c'est un socle philosophique phénoménologique. Et les 5 tendances sont héritières, chacune à sa façon, de ces 2 enracinements très forts, à mon avis, de la sémiotique grémacienne, voilà, dite École de Paris. Merci beaucoup. Autre grande question sur la sémiotique de la littérature. Avant d'entrer dans cette analyse, à une pluralité du domaine application relevant de tout le langage de la sémiotique naissance des ans 60-70, vous avez attaché à l'étude des textes littéraires, en France comme ailleurs. Par la suite, ces dialogues sémiotiques et littérature semblent s'être un peu stoppés. En fur et à mesure que les littératures allaient chercher de hautes sources d'inspiration théorique ou critique. En 2015, dans le monde de la recherche au Brésil, ces médecins et littéraires ne se fréquentent guère plus. Les uns et les autres restent plus ou moins de leur coin. Dans le cadre universitaire de la France, qu'est-il maintenant ces dialogues légères se fréquentent? Dites-moi la dernière question. Dans le cadre universitaire de la France, qu'y est-il maintenant de ces dialogues légères se fréquentent? Qu'en est-il de ce dialogue naguère-si Bon, vous avez raison. Le constat, on ne peut que le partager. Il y a eu des liens étroits entre sémiotique et littérature à l'époque de son émergence, de l'émergence de la sémiotique. Un des chapitres forts de sémantique structurale porte sur l'univers de Bernanos. C'est quand même une marque. Et ce lien semble s'être distendu. Bon. Alors, moi je dirais d'abord que
cette question est presque liée à l'histoire générale de l'évolution au cours des 20 dernières années dans le domaine des sciences humaines. Nous, à l'époque de ma génération, à l'époque où nous étions étudiants et doctorants, la théorie linguistique, la théorie du langage, était encore le modèle de la curiosité théorique pour les autres disciplines. Il y avait une véritable fièvre modélisante de la théorie du langage auprès de la littérature, auprès de la sociologie et du discours social, auprès de la psychologie, de la psychanalyse, etc. etc. Or, à mon avis, il y a un événement qui s'est produit, qui est encore assez peu marqué, qui a eu lieu vers le milieu des années 90, et qui a été porté par certains universitaires et chercheurs, je pense notamment à Luc Ferry, qui est un mouvement critique de cette période théorique, et qui est une critique de la théorie. Et je crois que depuis 20 ans, dans notre milieu scientifique, en sciences humaines, comme du reste plus largement dans le champ social et du discours social, on a un très grand mouvement de conservatisme. Moi, j'appellerais même ça la lente révolution conservatrice, progressive, très lente, qui commence par la critique de la théorie et qui a délégitimé progressivement le questionnement théorique en lui-même. Ce mouvement de conservatisme que l'on retrouve en politique énormément, on peut suivre chaque année, en France par exemple, vous voyez, on peut suivre chaque année un événement, 2 événements, 3 événements, qui sont les marqueurs de cette révolution conservatrice en cours, qui n'apparaît pas comme une révolution. Ça n'apparaît pas, puisque le propre d'une révolution, comme dit Zilberberg, c'est sa soudaineté, c'est son irruption comme événement. Mais là, c'est une sorte d'événement distillé, un événement distillé le long de la chaîne du temps. Par exemple, débat lancé en France sur l'identité nationale par un gouvernement de droite et mobilisation de 20 ans, 30 ans plus tôt, inconcevable. Débat sur le mariage homosexuel et la manif pour tous, etc. Les nouvelles légitimités de l'extrême droite, etc., etc. Toutes sortes de questions qui apparaissent comme des symptômes de cette révolution conservatrice en cours. Sa traduction dans le champ universitaire a été le repli des disciplines traditionnelles sur leur territoire. Les littéraires chez les littéraires, les grammairiens, les linguistes avec les grammairiens, les sociologues avec les sociologues, l'anthropologie marginalisée, la sémiotique marginalisée. Il y a vraiment eu un mouvement comme ça. Et du coup, moi qui suis un littéraire, j'ai bien pu l'observer dans mon université comme dans l'université française. On a vu que notre légitimité théorique s'affaiblissait et que les propositions sémiotiques intéressaient moins, que la sémiotique était considérée comme obscure et jargonnante, qu'on avait besoin davantage de bon sens, que les formes traditionnelles de la critique littéraire ou de l'enquête littéraire reprenaient le dessus. Les thèses d'établissement des textes, les thèses philologiques en quelque sorte, ont repris une actualité considérable. Et peut-être que c'est bien, d'ailleurs, je n'ai rien contre la philologie, au contraire. Bref, il y a eu ce grand mouvement de séparation. Et aujourd'hui, il n'y a plus véritablement de dialogue fécond entre littérature et sémiotique. Sauf que je crois qu'il est en train de reprendre. Grâce à quelques travaux de jeunes chercheurs, de jeunes chercheuses qui renouvellent cette curiosité. Moi, j'ai été très frappé à plusieurs occasions ces dernières années
de rencontrer des universitaires littéraires traditionnels, mais la sémiotique, ça existe toujours. Ça n'a pas disparu. Ça n'a pas disparu avec le structuralisme. Eh bien non, ça n'a pas disparu. En fait, il y a de vieux héritiers et il y a de jeunes héritiers. Et ça, je crois que ça redémarre. Le cas de Véronica Stanger, qui a fait une thèse sur la musicalité, elle va en parler à son tour, est très intéressant, je trouve, de ce renouveau d'un dialogue possible entre sémioticiens, littéraires et spécialistes de l'art. Cela redémarre, parce que peut-être il y a tout un art, si vous voulez, de création de ces relations. Mais je crois que c'est vraiment en train de redémarrer et qu'il y a une nouvelle curiosité qui peut se développer entre les littéraires et les sémioticiens, et peut-être une curiosité réciproque d'ailleurs.